Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la deuxième webconférence du MOOC qui porte le titre suivant sur le thème des traitements du myélome. Voilà, nous sommes d'autant plus heureux que, eh bien, vous le savez, vous avez la possibilité de correspondre avec les différents intervenants de ce soir que nous allons vous présenter dans un instant. Et pour cela, eh bien, vous avez à votre disposition deux boutons. Le bouton chat qui permet à ceux qui sont fidèles parmi les fidèles de nous dire déjà bonjour ou bonsoir. Donc, je vous invite à le faire également, que vous soyez en Belgique, tiens, dans l'Aisne, le territoire de Belfort, à Agen, en Vendée, au Puy-en-Velay ou ailleurs. Ça fait toujours plaisir de voir eh bien, cette représentation je dirais, nationale et même internationale, voilà, avec nos amis belges. Eh bien, bonsoir Anna, Yves, Nathalie, etc. etc. Et vous avez à votre disposition également un deuxième onglet qui se situe à droite et qui est l'onglet questions. Alors cet onglet questions, eh bien, il sert, comme vous le savez, en tout cas ceux qui nous ont fait et nous font l'amitié de nous suivre, il sert à poser les questions aux intervenants. Ils y répondront de deux manières, eh bien, soit à l'oral, soit également à l'écrit, mais nous veillerons bien sûr à faire en sorte que ces questions soient portées auprès du plus grand nombre. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci d'être aussi nombreux. Vous êtes déjà plus de 200. Les intervenants de ce soir, nous avons le docteur Lionel Carlin. Voilà. Bonsoir. Voilà, bonsoir, docteur Carlin. Et donc, qui est au CHU de Lyon, au service d'hématologie clinique, et puis le professeur Cyril Touzeau du CHU de Nantes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bien sûr, notre modératrice, Sophie, qui n'est plus une débutante. Non seulement elle n'est plus une débutante en tant que tutrice, mais en tant que modératrice, qu'elle nous fait le plaisir eh bien, d'être aussi et ce soir avec nous. Et puis pour ma part, eh bien, j'accompagnerai en tant que monsieur loyal cette webconférence et disparaîtrai dans quelques instants. Voilà. Après avoir indiqué quel était le sommaire de cette webconférence, et c'est Sophie qui nous parlera des actualités et des nouveautés de cette 9e session du MOOC qui, je le rappelle, eh bien, s'étend jusqu'au mois de décembre, de mémoire, le 19 décembre, ce qui vous laisse le temps eh bien, d'y venir, d'y revenir pour y trouver eh bien, tout ce que vous souhaitez dans le détail et en particulier, bien sûr, les questions-réponses que vous retrouverez, les replays, les rediffusions des webconférences. Voilà. Alors, le thème eh bien, tourne autour des traitements du myélome multiple. Alors, c'est non pas en première ligne, mais vous l'aurez lu en première ligne et également en rechute. Voilà. Et un rappel qui est important. Voilà, nous avons vocation ici à aborder toutes les questions d'ordre général et non pas d'effectuer, en tout cas les médecins présents ici n'effectueront pas bien sûr de consultation individuelle à distance. Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant. Voilà. Rendez-vous pour le MOOC eh bien, après la clôture de ce module sur les traitements, le 16 novembre, le prochain module, qui sera le module 3, va ouvrir Vivre avec le myélome au quotidien. Vous voyez ici le lien pour l'inscription à toutes les actions liées au myélome, et en particulier celle de la F3M, bien évidemment, et nous vous passerons également ce lien sur le chat tout à l'heure. Voilà. Et vous êtes maintenant plus de 230, le temps de passer la parole à Sophie et de vous souhaiter une excellente webconférence. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Merci à tous les fidèles que je vois défiler sur l'onglet chat. Je vous dis bonjour et à toutes et à tous. Pour les nouveaux arrivants, je suis vraiment ravie que vous soyez là aussi pour apprendre des nouvelles choses sur notre maladie, qui est une maladie complexe,
Et en naviguant sur le MOOC, donc vous allez vraiment avoir beaucoup d'informations, de l'information fiable. Et vous pourrez en même temps discuter avec d'autres personnes, des aidants, mais aussi des malades, des proches. Voilà, donc j'espère que vous avez pu constater que nous avons fait vraiment beaucoup d'apports à ce nouveau MOOC en termes de nouveautés dans tous les modules. Le module 3 va bientôt s'ouvrir. Vous pourrez également constater que nous avons amené vraiment beaucoup de nouvelles choses qui vont vous intéresser. Voilà, je passe maintenant la parole au professeur Touzeau et au docteur Carlin. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour nous donner plein d'éclaircissements sur notre maladie. Merci beaucoup. Moi, je vais donner la parole à Cyril. Vous avez vu que la session, elle va finalement se décomposer en 3 grandes parties. Les traitements de première ligne des sujets dits jeunes, éligibles à l'autogreffe, les traitements de première ligne destinés aux sujets plus âgés qui ne peuvent pas recevoir d'autogreffe, et puis les traitements de rechute. On verra, il y a beaucoup de progrès et de nouveaux traitements à venir. Donc Cyril, je te passe la parole avec donc une diapo. Alors je me mets sur la diapo qui n'est pas tout à fait mise à jour, mais tu vas nous dire un petit peu les avancées qu'il y a eu dans les traitements de première ligne avant autogreffe, ce qu'on fait un petit peu, peut-être les traitements à venir dans le cadre des essais cliniques, notamment au sein de l'IFM. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Lionel. Bonsoir à tous. Donc, ces diapositives, elles sont un peu difficiles, donc je vous propose de parler un peu principalement en dehors des diapositives. C'est toujours assez agréable quand on parle des traitements du myélome parce qu'il y a peu de maladies quand même où il y a eu autant de progrès considérables au cours des dernières années avec à la fois une meilleure efficacité et puis des traitements beaucoup plus faciles à vivre. Et on a vraiment basculé au début des années 2000, on a commencé à abandonner la chimiothérapie classique. Ça fait toujours partie des questions toujours posées ce soir, la chimiothérapie dans le traitement du myélome, mais on l'a progressivement abandonnée. Il reste on va en discuter, quelques indications quand même, au profit de ces nouvelles classes de médicaments. On utilise plusieurs classes de médicaments, ce qu'on appelle inhibiteurs de protéasome. Vous entendez Velcade, Carfilzomib, etc. Il y a des médicaments par voie orale, comme le thalidomide, le Revlimid, et puis plus récemment de l'immunothérapie. Alors, on a ces nouvelles classes de médicaments. Il n'empêche que quand on découvre la maladie, la principale question, c'est est-ce que le patient peut recevoir une autogreffe qui reste un traitement proposé chez les patients pouvant recevoir ce traitement, c'est-à-dire les patients jusqu'à 65-70 ans n'ayant pas d'antécédents importants, faisant craindre trop d'effets secondaires de ce traitement. Donc, quand on parle d'autogreffe, ce qui soigne, ce qui traite la maladie, le myélome, c'est l'appel du melphalan. Et si on ne faisait que cette perfusion de chimiothérapie, certes, c'est efficace pour détruire les cellules du myélome, mais c'est aussi source d'abîmer les cellules de la moelle osseuse, les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs, et donc ça entraîne une baisse des globules. Si on faisait que cette chimiothérapie, la baisse des globules consécutive à cette chimio durerait plusieurs semaines, ce qui est trop dangereux. Et donc depuis les années 90, on sait récupérer les cellules souches des patients par le sang, par technique d'aphérèse. On congèle ces cellules souches et une fois que la chimiothérapie est terminée, 24-48 heures plus tard, on peut réinjecter les cellules souches qui ont été décongelées, on les transfuse comme une transfusion de globules rouges et de plaquettes et les cellules souches vont s'installer dans la moelle osseuse, refabriquer les globules, ce qui permet de raccourcir considérablement la durée d'aplasie, de baisse des globules suite de cette chimiothérapie. Donc, quand on parle d'autogreffe, c'est une chimiothérapie, c'est ça qui traite le myélome, et on se sert de la réinjection des cellules souches du patient pour améliorer la tolérance de ce traitement. En pratique, quand on découvre à l'heure actuelle un myélome jusqu'à 65-70 ans, s'il n'y a pas d'antécédents embêtants, type insuffisance rénale, problème cardiaque ou pulmonaire important, eh bien, on débute une première phase de traitement qu'on appelle induction.
Et donc là, on associe nos différentes familles de traitements. On donne le Velcade, un inhibiteur du protéasome qu'on donne par voie sous-cutanée. On donne un agent immunomodulateur, du thalidomide, parfois du revlimide à la place, de la dexaméthasone. Les corticoïdes restent importants à l'heure actuelle dans le traitement du myélome. Et depuis quelques mois, on donne également de l'immunothérapie, un anticorps monoclonal, le daratumumab, en plus de ce traitement triple. Et ce daratumumab, on le donne même maintenant par voie sous-cutanée. Donc un traitement par voie orale et par injection sous-cutanée. On donne classiquement 4 cycles de ce traitement d'induction, donc il se passe principalement en hôpital de jour. On n'a pas à dormir à l'hôpital, c'est de la voie orale et de l'injection sous-cutanée. Et ce traitement-là, dans l'immense majorité des cas, il permet déjà à la maladie de diminuer considérablement et parfois même, on a du mal à détecter la maladie au terme de ce traitement d'induction. Ensuite, il y a cette étape de l'autogreffe. L'autogreffe, ça se fait en hospitalisation, ça dure 15 jours, 3 semaines. C'est vrai que c'est le moment plus difficile, c'est la chimiothérapie. Cela entraîne la baisse des globules dont je parlais, ça entraîne la chute de cheveux, parfois des nausées, mal au ventre. Donc c'est vrai que c'est à l'heure actuelle le moment plus difficilement vécu du traitement, mais ça, jusqu'à présent, démontre quand même, ça renforce l'efficacité de manière très nette du traitement. Ensuite, une fois qu'on est remis de cette autogreffe, au bout de 4 à 6 semaines, on peut reprendre la suite du traitement et classiquement, on refait 2 cycles d'induction. Alors, comme c'est après l'autogreffe, on appelle ça une consolidation. Le champ lexical des traitements du myélome est riche. Donc, il y a cette consolidation. Et puis ensuite, le traitement est un traitement oral. Ce qu'on appelle le traitement de maintenance, c'est un traitement par voie orale qu'on appelle du Revlimid, qu'on donne à petite dose et on le donne plusieurs années, 2-3 ans, en fonction de la tolérance. Le but, c'est de vivre normalement avec ce traitement, mais il a été démontré que poursuivre ce traitement par le Revlimid, ça repousse nettement l'éventuel retour de la maladie, car on sait que malgré les progrès actuels, jusqu'à présent, on s'attend quand même à ce que le myélome revienne, mais maintenant, on espère et on obtient des périodes de tranquillité avant le retour de la maladie de l'ordre de 6, 7, 8 ans. Donc, c'est ça le traitement de première ligne actuel du myélome, cette séquence d'induction, d'autogreffe, de consolidation et de traitement de maintenance. Et donc, un petit mot d'actualité, comme le disait Lionel, avec ces traitements-là d'induction, avec toutes nos classes thérapeutiques mélangées qui sont très efficaces, on obtient très, très, très souvent des maladies indétectables à la fin de l'induction. Et donc, on se pose à nouveau la question de se dire, mais pour les patients qui sont en excellente réponse à la fin du traitement d'induction, avec pas de plasmocytes, pas de cellules du myélome détectables dans la moelle osseuse, y compris une cellule parmi 100 000, voire 1 million de cellules dans la moelle osseuse, est-ce que ça sert encore de faire cette autogreffe qui certes marche très bien, mais qui implique les effets secondaires que j'ai décrits. Et donc, en ce moment, on va débuter dans les prochaines semaines un essai clinique du groupe IFM qui va à nouveau poser la question de l'intérêt de cette autogreffe chez les patients qui obtiennent une maladie résiduelle négative. La maladie résiduelle, c'est cette capacité à ne plus détecter de cellules de la maladie à très, très, très faible taux. Et les patients ayant une maladie résiduelle négative, c'est-à-dire pas du tout de maladie détectable, on évaluera à nouveau autogreffe comparé à pas d'autogreffe dans le traitement de la maladie. À l'inverse, pour les patients estimés moins bons répondeurs qui garderont une maladie résiduelle positive à la fin d'induction, on sait que c'est associé à un risque de rechute beaucoup plus précoce. Eh bien, là, on comparera l'attitude d'autogreffe classique à ce qu'on appelle une double autogreffe, c'est-à-dire faire 2 fois une autogreffe. Ça a été montré comme efficace chez les patients ayant un myélome dit de mauvais pronostic. Et donc, on est content au sein de l'IFM de pouvoir débuter ce traitement qui, pour la première fois, adaptera la réponse. C'est-à-dire, au lieu de proposer le traitement de A à Z, quelle que soit la réponse, là, on fera un bilan intermédiaire et en fonction de la réponse au traitement, on verra si on peut désescalader l'intensité de traitement ou au contraire renforcer le traitement chez les patients moins bons répondeurs. Donc, ça, c'était l'attitude chez les patients pouvant recevoir une autogreffe.
et chez les patients plus âgés ou plus fragiles, je passe la parole à Lionel pour parler des traitements actuels chez ces patients. Oui, merci Cyril. Je vais donc faire la partie pour les patients plus âgés, puis peut-être qu'après on pourra reprendre des questions sur ces deux thèmes. Alors chez les sujets plus âgés, eh bien c'est un petit peu comme chez les sujets jeunes. On a fait des progrès indéniables et avec l'apport et le bénéfice incontestable des anticorps monoclonaux, un peu comme chez les patients éligibles à l'autogreffe. Et il y a notamment une association qui se démarque des autres finalement, c'est l'association de daratumumab, donc un anticorps monoclonal contre le CD38, ce marqueur présent à la surface des plasmocytes, associé au lénalidomide et à la dexaméthasone. C'est ce qu'on appelle le DARA-RD ou DRD, et c'est vraiment le schéma qui donne le meilleur taux de réponse, avec l'obtention aussi là de maladies résiduelles dites indétectables, donc des très très bonnes réponses, et des rémissions très prolongées, avec qui durent souvent plusieurs années, ça peut être 5 ans, 6 ans, ça peut être plus. Donc c'est vraiment, et pourquoi c'est si efficace, c'est qu'il y a manifestement une association dite synergique entre ce daratumumab et le lénalidomide, c'est-à-dire que l'action de chacun se renforce en fait quand ils sont combinés, et l'intérêt c'est vraiment de continuer les deux. Donc c'est vraiment le schéma préférentiel que l'on utilise maintenant. On a l'autorisation d'utilisation et le remboursement depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que maintenant, dans la très très grande majorité des cas, on utilise cette association de 3 médicaments. 3 médicaments au début, puisqu'on utilise la dexaméthasone. On connaît le rôle de la dexaméthasone, antidouleur, notamment quand il y a des douleurs osseuses, permettant, quand il y a une atteinte rénale aussi, d'agir rapidement. Et puis cette dexaméthasone, maintenant, on vient à l'arrêter de plus en plus rapidement, souvent au bout de quelques mois, parce qu'elle n'est pas dénuée d'effets secondaires. Et déjà, elle est pénible souvent à supporter, parce que le jour où on la prend, alors il y a souvent un petit peu d'effets euphorisants, et puis le lendemain ou le surlendemain, il peut y avoir une grande fatigue. Et puis c'est vrai que c'est un médicament qui favorise aussi les infections, parce que c'est un médicament anti-inflammatoire, et donc qui diminue les capacités du système immunitaire à se défendre contre les infections. Donc on tend maintenant à l'arrêter dès lors qu'on a bien soulagé les douleurs osseuses et qu'on a une bonne réponse au traitement. En revanche, les traitements par daratumumab et lénalidomide sont continués, eux, tant que la maladie est en réponse, pour garder cet effet et avoir des rémissions les plus longues possibles. Le daratumumab, maintenant, il s'administre par la voie sous-cutanée, donc c'est assez commode. Et puis, on sait qu'au bout de 6 mois, il s'administre 1 fois par mois, donc ça limite quand même les venues à l'hôpital. Et puis, le lénalidomide, c'est un médicament par voie orale, donc c'est assez commode. Il n'est pas dénué d'effets secondaires, c'est vrai que parfois il fatigue, parfois il donne de la diarrhée. On peut souvent ou parfois diminuer la dose aussi au bout de quelques mois, quand la maladie est bien contrôlée, mais quand même, ce qu'on remarque, c'est que bien la plupart du temps, la tolérance quand même de ce traitement reste correcte et permet aux patients de mener au mieux leurs activités quotidiennes, même s'ils n'ont pas forcément toutes les facultés qu'ils avaient avant la maladie, mais ça permet le plus souvent de maintenir un traitement comme ça à domicile, ambulatoire, et préserver en général les activités de la vie quotidienne. Voilà. Alors, il y a d'autres traitements qui sont également autorisés, approuvés, utilisant le Velcade en combinaison avec le daratumumab. C'est vrai qu'on les utilise moins parce que vraiment l'association qui est la plus synergique, la plus additive en termes d'effets, c'est vraiment l'association de daratumumab et de lénalidomide. Il arrive de temps en temps qu'on utilise le Velcade, notamment quand il y a des insuffisances rénales sévères, puisque le Velcade est plus facile à utiliser dans ces cas-là, car il ne s'adapte pas
à la fonction rénale, alors que le lénalidomide, lui, doit être adapté et donc il est plus difficile d'utilisation. Voilà, ça c'est le panorama pour le traitement de première ligne, ce qui est finalement assez simple puisque vous voyez qu'il y a un traitement vraiment préférentiel qui se démarque des autres. Et puis, comme pour la première ligne, il y a des perspectives d'améliorer encore ces traitements. Alors la première perspective, c'est de faire une association de 4 médicaments en première ligne, c'est-à-dire d'ajouter au daratumumab, au lénalidomide et la dexaméthasone du bortezomib, donc le Velcade, dans les premiers mois de traitement, bien sûr chez les patients qui seront capables de supporter 4 médicaments. Ça ne sera pas forcément les patients les plus âgés, on réservera plutôt ces traitements aux patients peut-être de 65 à 75 ans. Et donc là, c'est un essai français de l'intergroupe francophone du myélome aussi, qui s'appelle l'essai BENEFIT, qui vient de débuter là et qui va étudier l'intérêt de rajouter le Velcade au traitement dont j'ai parlé juste avant par daratumumab, lénalidomide et dexaméthasone. Et on verra notamment si ça permet d'augmenter le taux de réponse très profonde et de maladies indétectables, car on sait que plus on obtient de maladies indétectables, plus derrière on aura des rémissions prolongées. Voilà, c'est la première perspective. Et d'autres perspectives aussi, dans un futur proche, à mon avis, c'est d'utiliser les nouvelles immunothérapies, soit d'emblée en première ligne. On utilisera notamment des nouveaux anticorps qui sont dits bispécifiques, qui reconnaissent à la fois les cellules du myélome et les cellules du système immunitaire et qui font réagir les cellules du système immunitaire contre les cellules du myélome. On en parlera dans les traitements de rechute. Notamment dans les maladies qu'on pense être les plus sévères et qui peut-être ne donnera pas, pour lesquelles les traitements actuellement disponibles ne donneront pas entière satisfaction. Et puis également, chez les patients qui ont une réponse insuffisante, on pourra penser à adjoindre ces médicaments à ce moment-là. Voilà un petit peu le panorama des traitements chez les gens âgés. Pour conclure là, juste cette partie, ce qui est important, je crois, c'est de dire que dans le myélome, les progrès thérapeutiques concernent aussi bien les patients âgés, voire très âgés, que les patients plus jeunes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a mis au point finalement des médicaments d'une part efficaces et d'autre part relativement bien tolérés, ce qui permet aussi de les donner aux patients les plus âgés et aux patients les plus fragiles. Voilà pour le traitement de première ligne chez les patients qui ne recevront pas d'autogreffe. Alors, je pense que Cyril a répondu à pas mal de questions sur le chat. Donc, peut-être que là, il y a quelques questions sur cette partie avant d'engager les traitements de la rechute. Oui, docteur Carlin, je dois passer. J'ai un petit problème de technique. Je n'ai plus l'ascenseur pour monter, descendre, regarder les questions. Donc, je les note. Excusez-moi par avance si je rate quelques questions importantes. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vois pas mal de questions passer sur le Revlimid. Est-ce que le Revlimid a une toxicité neurologique? Est-ce qu'il peut même provoquer une embolie pulmonaire? Alors Cyril, je ne sais pas, je te repasse un peu la parole ou... Oui, ok. C'est vrai que ça donne des crampes. Moi, j'essaie de répondre à toute vitesse sur les questions. C'est pas simple. C'est bien de reprendre un peu à l'oral, effectivement. Le Revlimid, alors oui, c'est globalement un médicament très bien toléré, ce qui permet de donner très longtemps, comme le disait Lionel. C'est un traitement très efficace, mais ça peut faire baisser les plaquettes, les globules blancs. Ça, on sait gérer. Ça peut donner un peu de crampes, ça c'est parfois plus difficile. Oui, ça peut entraîner des risques de caillots sanguins, de phlébite, d'embolie pulmonaire. Donc ça, on essaie de prévenir ce risque-là en donnant des traitements qui fluidifient le sang, soit de l'aspirine faible dose ou des traitements par héparine. De plus en plus, on donne les nouveaux anticoagulants par voie orale pour éviter les injections sous la peau pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois. Mais oui, ce risque existe. Et puis, alors, risque neurologique, en fait, pas tellement. Non, le Revlimid, il n'a pas de toxicité neurologique. C'est exceptionnel. Ce que ça donne, contrairement au Velcade, au bortezomib, qui lui nous embête plus sur le risque de neuropathie périphérique.
Et il était posé la question de réaction inflammatoire. Alors, c'est vrai que les imides, comme on dit, le revlimid, le pomalidomide, leur ancêtre qu'on utilise moins maintenant, le thalidomide, oui, peuvent donner parfois des réactions un peu d'allergie avec des fièvres assez importantes, parfois éruptions cutanées. On est parfois obligé d'arrêter cette classe de médicaments par rapport à ça. Mais globalement, en dehors parfois d'adapter les doses à cause de baisse de globules, c'est un traitement qui est vraiment bien fait. D'accord. Quand on est réfractaire à un anticorps monoclonal, est-ce que ça veut dire qu'on est réfractaire à tous les anticorps monoclonaux? Alors, ça dépend en fait de l'anticorps monoclonal et de sa cible. Si par exemple une maladie est réfractaire au daratumumab, qui est un anticorps qui reconnaît le marqueur CD38, ben, il y a fort à penser que la maladie le sera aussi à l'isatuximab, qui est l'autre anticorps monoclonal qui reconnaît le marqueur CD38. C'est à peu près les deux mêmes médicaments qui sont simplement fabriqués par deux laboratoires différents. Le daratumumab est utilisé majoritairement en combinaison avec le lénalidomide à la rechute, à la première rechute, et puis l'isatuximab est lui utilisé un peu plus tard avec le pomalidomide. Donc là, forcément, il y aura probablement moins d'efficacité sur une maladie qui évolue sous l'un de ces anticorps. En revanche, un anticorps monoclonal qui reconnaît une autre cible, et là, on va tomber dans les nouveaux traitements, notamment les anticorps bispécifiques qui reconnaissent un autre marqueur qui s'appelle le BCMA. Là, on aura tout lieu de penser que l'on peut retrouver des réponses et des sensibilités à ce traitement, même chez les gens dont la maladie ne sera plus sensible aux anticorps monoclonaux anti-CD38. Donc, plus on développe des nouvelles cibles thérapeutiques et plus on augmente les chances de pouvoir remettre la maladie en rémission. D'accord. Est-ce qu'il est prévu actuellement ou dans un futur proche une molécule qui pourrait remplacer le Velcade qui donne beaucoup de neuropathies qui, on le sait, handicapent beaucoup les malades? Le Velcade, c'est vrai qu'il peut être… Alors, Cyril. Vas-y Cyril, je te laisse la parole. Non, excuse-moi Lionel, j'ai l'impression que parfois ça coupe un peu de mon côté. J'espère qu'on entend ce que je dis, mais oui, non, dans la famille du Velcade, on a d'autres, on a le carfilzomib qui lui n'a pas du tout de neuropathie périphérique alors qu'il s'utilise en perfusion, mais qu'on utilise pour le moment plutôt lorsque la maladie revient en rechute. Mais dans l'essai dont je parlais tout à l'heure, chez les sujets jeunes, on utilisera le carfilzomib en fait à la place du Velcade dès la première ligne dans le cadre de l'induction et de la consolidation. Il y a plusieurs essais qui ont démontré que ça marchait effectivement, que c'était très efficace. Et puis il y en a un autre qui s'appelle l'ixazomib, c'est vraiment du Velcade par voie orale qui est autorisé en association avec le Revlimid en rechute. Il donne un peu de neuropathie périphérique quand même, il a l'avantage de la voie orale. Il est parfois un peu plus lent à être efficace, mais en association avec le Revlimid, c'est quand même une bonne solution. Donc voilà, on se sert parfois de l'ixazomib en remplacement du Velcade en rechute. Je voulais vous demander, je vois passer donc des questions sur les anticorps monoclonaux bispécifiques. Dans les traitements du myélome et quand on va vers la rechute, est-ce que ces anticorps monoclonaux bispécifiques, dans un avenir proche, seront donnés en traitement de première ligne ou est-ce que ce sont des armes fortes que vous gardez pour taper après à la rechute? Alors, l'histoire des nouveaux médicaments dans le myélome, elle est toujours un petit peu semblable, c'est-à-dire que lorsqu'on découvre un nouvel agent, il est d'abord utilisé dans les situations de rechute avancée, parce qu'il faut prouver son effet sur la maladie quand tous les traitements disponibles ont été utilisés. Et puis, quand on voit qu'il est efficace, ça a par exemple été l'histoire du daratumumab, il s'avance progressivement. Les essais
l'évalue de plus en plus précocement dans la maladie, ensuite dans les rechutes les plus précoces et finalement en première ligne. Donc un traitement du myélome est d'autant plus efficace qu'il est utilisé précocement dans la maladie. C'est pour ça que maintenant, le daratumumab, on l'utilise au traitement d'induction, avec le lénaludomide et les inhibiteurs du protéasome, notamment le Velcade. Et donc, il y a fort à penser que ces nouveaux anticorps bispécifiques, ils vont aussi, qui pour l'instant sont utilisés notamment dans les essais thérapeutiques, dans les situations de rechute, ils vont aussi s'avancer dans les lignes thérapeutiques parce qu'on espérera leur effet dès le début pour pouvoir avoir encore des rémissions meilleures et plus longues, notamment dans les maladies plus à risque et notamment dans les maladies qui répondront insuffisamment. L'autre argument pour ça, c'est que ces fameux anticorps bispécifiques, ils agissent finalement pas directement sur la cellule tumorale, mais ils stimulent, ils activent les cellules du système immunitaire. Et donc, pour activer les cellules du système immunitaire, il faut que celles-ci soient robustes, soient capables de réagir. Et on sait que plus la maladie est avancée et a vu des traitements, et moins le système immunitaire est capable de bien réagir. Donc c'est aussi un argument qui fait dire que ces médicaments devront être utilisés plus précocement. Donc je pense qu'ils vont suivre un petit peu le même parcours que leurs prédécesseurs et qu'ils vont aussi être utilisés de manière plus précoce, à la première rechute, probablement, chez des patients notamment qui auront une première rechute assez rapide après la première ligne, et également dans certaines situations, je pense, de première ligne, notamment chez les patients qui auront une maladie soit un peu plus agressive, soit répondant un peu moins bien au traitement classique. Les patients qui font une autogreffe et puis ensuite donc le traitement de consolidation ont, avec ce traitement de consolidation, un traitement de Revlimid, en règle générale, à peu près 2 ans, je crois que c'est ça. Il y a beaucoup de patients qui se demandent, une fois que le pic monoclonal a totalement disparu et qu'en fait, il n'y a plus de traces de la maladie dans la moelle osseuse, pourquoi faut-il continuer à prendre du Revlimid? Pourquoi on ne s'arrête pas en fait au traitement de consolidation? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, Cyril, si tu as entendu toute la question. Si oui, c'est bon, je suis reconnecté, si vous m'entendez. Oui, on t'entend. La connexion du... Oui, on te entend. Est-ce que tu as entendu la question complètement Oui, j'ai entendu. Ok, je te laisse répondre alors. Complètement. Donc, c'est effectivement très bonne question. Il faut quand même se souvenir que même si on obtient de plus en plus souvent la rémission complète, plus de pics détectables, plus d'exceptions légères, etc., le myélome revient quand même dans l'immense majorité des cas. Et donc, c'est vrai que même si on obtient la réponse complète, il reste probablement quelques cellules dans la moelle osseuse qui expliqueront la rechute dans 2, 4, 8 ans. Et c'est ce qui fait qu'il est important de maintenir la pression. Alors, une pression qui doit rester compatible avec une vie quotidienne correcte, etc. Mais le bénéfice d'un traitement de maintenance par Revlimid pendant 2 ans, 3 ans, il a été montré, y compris pour des patients en réponse complète au moment de débuter le traitement de maintenance. Alors, veuillez nous excuser, pardonnez-moi de vous interrompre, docteur Touzeau, parce qu'on ne vous entend pas. Malheureusement, veuillez nous excuser, le professeur Touzeau a beaucoup de difficultés avec sa connexion. Peut-être, docteur Carlin, voulez-vous prendre le relais si vous voulez bien? Oui, alors moi je l'entendais, Cyril, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Non, il y a beaucoup de difficultés. Pour l'instant, on va essayer de résoudre les difficultés avec sa connexion. Donc, si vous voulez bien prendre le relais pendant que nous… Oui, il avait répondu à une bonne partie de la question. C'est vrai que le myélome, ça reste pour l'instant une maladie chronique dont la réponse ne se fait pas immédiatement. C'est pour ça que c'est des traitements prolongés. Et donc, il ne faut pas s'arrêter trop vite dans le traitement. D'autant plus que lorsque vous avez
une électrophorèse des protéines sériques qui s'est normalisée, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne reste plus de maladie du tout. C'est-à-dire que c'est finalement des marqueurs qui sont relativement imprécis, qui permettent d'évaluer la réponse, mais pas une réponse très profonde. Donc, il ne faut pas s'arrêter tout de suite et effectivement continuer le traitement par l'énalidomide permet de maintenir cette réponse pérenne et parfois même d'améliorer encore un petit peu cette réponse dans le temps. Après, les perspectives, c'est effectivement des traitements qui sont un petit peu guidés par l'utilisation de la maladie résiduelle. C'est l'idée du futur essai des sujets jeunes dont a parlé Cyril juste au début, où on adapte l'intensité du traitement en fonction de l'obtention ou non d'une maladie résiduelle indétectable. Et il se peut que dans le futur, on évalue également en phase des essais qui évaluent un arrêt peut-être parfois un petit peu plus précoce du traitement chez les personnes qui ont obtenu cette maladie indétectable. Mais là, il faudra plus que l'électrophorèse des protéines. Il faudra vraiment là, les outils moléculaires qu'on utilise sur des prélèvements de moelle osseuse pour voir ça. Et peut-être que chez des patients, on pourra s'arrêter juste après le traitement de consolidation ou faire un entretien, une maintenance un petit peu plus courte. Voilà. Mais pour l'instant, on reste effectivement sur des traitements encore un peu prolongés pour maintenir cette réponse dans le temps. D'accord. Quand on fait une autogreffe, faut-il refaire ses vaccins après l'autogreffe? Et combien de temps après? Alors, Cyril, tu es revenu? Alors, j'essaie. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Oui. Beaucoup mieux. Vous m'entendez? Beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'il n'y a que Lionel qui m'entend? Merci Lionel. Bon. Donc oui, après une autogreffe, il faut refaire les vaccins. Il y a des recommandations assez solides à ce niveau-là. Il faut attendre au moins 3 mois pour refaire les vaccins et ce qu'on recommande principalement, c'est le DT polio coqueluche hémophilus, avec plusieurs rappels. On vaccine également contre le pneumocoque. On fait classiquement le Prévenard, le pneumo 23. On vaccine un peu plus tardivement, 1 an et demi après l'autogreffe, avec le vaccin contre le méningocoque, qui peut donner des méningites. C'est très rare, mais on recommande le vaccin quand même. Et puis, c'est la mode, si je puis dire, du Covid. Et c'est sûr que probablement qu'après l'autogreffe, il est important de revérifier la réponse, les anticorps et peut-être de refaire une dose de vaccin anti-Covid, enfin en tout cas de le vérifier. Mais oui, il faut se revacciner après une autogreffe. Professeur, docteur, je vous propose de passer maintenant au traitement de la rechute, parce que c'est un sujet effectivement qui revient beaucoup dans les questions. Peut-être une question, si vous me permettez, de clarification qui est revenue à plusieurs reprises sur le sujet jeune et le sujet moins jeune. Qu'est-ce qu'un sujet jeune et qu'est-ce qu'un sujet moins jeune? Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Vas-y Cyril, je te laisse un peu la main. Oui, c'est effectivement, quand on dit jeune, moins jeune, ça ne veut pas dire grand-chose. On parle toujours du traitement de première ligne et avec la question sous-jacente, autogreffe ou pas autogreffe, c'est ça? Vous m'entendez toujours? Oui. Donc, en pratique, quand on dit jeune, pas jeune dans le traitement du myélome, c'est en fait derrière la question de est-ce qu'on pense que le patient il peut tolérer les 3 semaines d'hospitalisation, une chimiothérapie assez forte et donc, globalement, jeune pour le traitement de première ligne du myélome, c'est classiquement jusqu'à 65-70 ans. Et puis, la présence ou non d'antécédents importants, une insuffisance rénale importante, le melphalan, la chimiothérapie de l'autogreffe, elle a besoin d'une bonne fonction rénale pour être éliminée. Et on sait quand il y a une insuffisance rénale importante, les effets secondaires sont trop importants. Donc ça, ça fait partie des antécédents pris en compte. Et pareil, des problèmes respiratoires ou cardiaques importants, on jugera le risque de l'autogreffe trop important par rapport aux bénéfices attendus.
Donc, jeune, âgé, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. La question, c'est est-ce qu'on pense que le patient peut recevoir le traitement? Si on regarde juste l'âge, c'est classiquement 65 à 70 ans, mais c'est aussi regarder la présence d'antécédents importants qui pourraient rendre l'autogreffe trop dangereuse. Bien, donc docteur, maintenant, je crois qu'on peut passer au traitement de la rechute, si vous voulez bien. Bien sûr, oui. Ce qu'on peut éventuellement faire pour aborder le traitement de la rechute, c'est aborder comment, ce qui nous fait décider ou pas le traitement de la rechute. Il y a beaucoup d'options possibles. C'est quelque chose qui est difficile de résumer. Mais en tout cas, avec les traitements disponibles actuellement, et puis sur une deuxième partie, on pourra peut-être aborder les nouveaux médicaments qui arriveront dans notre quotidien dans les prochains mois. On a déjà un petit peu abordé dans les questions et puis dans le traitement de première ligne, mais l'immunothérapie moderne, si on peut dire, les CAR-T, les anticorps bispécifiques, Lionel on a dit un mot, et ça, on pourra peut-être aborder dans une deuxième partie ces nouveaux médicaments parce qu'ils arrivent vite, les essais cliniques sont en cours et arriveront probablement dans notre quotidien peut-être dès 2022. Donc, Lionel, comme tu veux, on peut peut-être commencer par le traitement de la rechute avec les armes actuelles. Oui, on va essayer de faire simple. Effectivement, là, l'arbre est un petit peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut finalement séparer les choses en deux situations distinctes. La première situation, ça sera la rechute donc là, on va parler de la première rechute, hein, notamment, qui arrive à distance des derniers traitements. C'est-à-dire que, par exemple, le patient ou la patiente a reçu une autogreffe, le traitement d'entretien par lénalidomide, et puis derrière, il y a eu un temps sans traitement et la maladie revient. Donc là, on a une maladie qui survient finalement dans une situation vierge de tout traitement, et donc on va pouvoir reprendre les traitements et pour certains les traitements initiaux. Donc dans ces cas-là, il y a une combinaison qui là aussi sort un petit peu du lot, et d'ailleurs c'est la même que celle dont on a parlé tout à l'heure chez les sujets plus âgés. C'est l'association daratumumab, lénalidomide et dexaméthasone. On retrouve là cette association synergie qui va donner des bonnes réponses même en rechute et des réponses prolongées. Donc c'est vraiment maintenant l'association qu'on utilise de plus en plus fréquemment chez la majorité des patients quand on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on pense que la maladie va être sensible de nouveau au lénalidomide. Et du coup, on utilise un peu moins le Velcade dans cette situation. Deuxième situation qui est peut-être un petit peu plus compliquée à gérer, ça sera la situation d'une maladie qui évolue alors que le patient ou la patiente est encore sous lénalidomide, soit parce que la maladie a évolué assez rapidement après la greffe et donc qu'elle évolue, qu'elle repart pendant le traitement d'entretien par lénalidomide, soit que l'on était chez un patient qui n'a pas reçu l'autogreffe en première ligne et qui a reçu du lénalidomide et donc qui est encore sous traitement. Donc dans ce cas-là, évidemment, on ne va plus pouvoir utiliser le lénalidomide. En tout cas, ce n'est pas très logique parce que la maladie n'y est plus sensible. Donc là, on peut utiliser, alors on peut reprendre à ce moment-là les combinaisons utilisant du Velcade ou alors des médicaments de la famille du Velcade comme le carfilzomib. Et alors avec le Velcade, on peut l'associer aux anticorps anti-CD38, au daratumumab. Donc, par exemple, faire une association daratumumab-Velcade. Et il y a une autre association qui est intéressante, qui est l'association de daratumumab avec le carfilzomib, peut-être un peu plus efficace. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas de remboursement. Donc, ce n'est pas toujours très facilement utilisable. Voilà, ça c'est une première option. Et puis une deuxième option, c'est quand on voit qu'une maladie évolue sous le traitement actuel, sous lénalidomide notamment, il n'est pas inintéressant là de penser éventuellement à des nouvelles immunothérapies. Et c'est là qu'on pourrait trouver l'intérêt d'essais cliniques évaluant soit les bispécifiques, les anticorps bispécifiques, soit de manière
peu précoce, mais ça va vraiment commencer à arriver là, les carticelles. Alors pour l'instant, c'est pas des traitements qu'on peut faire en situation générale, mais qu'on commence à faire dans des essais cliniques, donc dans certains centres. Mais si on les fait aujourd'hui dans certains centres, c'est que probablement, à terme, on va pouvoir penser les faire en situation courante, j'espère en tout cas. Il y avait une question qui demandait est-ce qu'avec toutes ces nouvelles immunothérapies, on va avoir assez de sous pour financer tout ça. J'espère, hein, on croise les doigts pour qu'on puisse avoir les remboursements de toutes ces combinaisons. Pour l'instant, en France, on est plutôt bien lotis, hein, on a accès à la plupart des nouveautés thérapeutiques, donc espérons que ça dure. D'accord. Il y a un schéma de traitement aujourd'hui avec le protocole Confirme qui évite la deuxième autogreffe, donc pour laisser la place à un traitement d'aratumumab, Revlimid, dexaméthasone. Est-ce que c'est l'avenir de la rechute qu'on abandonne la deuxième autogreffe? Je peux peut-être dire un mot, mais effectivement, l'autogreffe en situation de rechute, on l'a longtemps proposé aux patients qui avaient répondu longtemps à une première autogreffe. Quand on dit longtemps, c'est on va dire au moins 2 ans. Mais on proposait de refaire la même chose parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres options. Et puis depuis 2015, on a eu beaucoup d'options possibles. Ce qui fait que maintenant, il est très rare de proposer une deuxième autogreffe. On le fait quand on n'a pas mieux, mais c'est exceptionnel de ne pas avoir mieux. On a les associations dont nous a parlé Lionel qui permettent des réponses plus longues que celles qu'on espère avec une deuxième autogreffe. On sait que classiquement, quand on fait une deuxième autogreffe, la durée de la réponse, elle est de l'ordre de la moitié de la durée de la réponse après la première autogreffe. Et à l'heure actuelle, on a plus efficace et avec moins d'effets secondaires que de recommencer à faire l'autogreffe. Donc, il devient assez exceptionnel de faire une autogreffe en situation de rechute, même si ça peut se discuter dans certains cas, mais ça devient exceptionnel. Parce qu'avec l'autogreffe, dans un sens, les patients restaient sans prendre de traitement pendant un certain nombre d'années avec un autre schéma de traitement. Donc, ça veut dire qu'on reste perpétuellement en traitement? Mais c'est vrai que c'est un point très important et il y avait une question posée sur le chat là, mais c'est vrai qu'à partir du moment où la maladie revient, on a tendance à donner les traitements tant qu'ils fonctionnent et qu'il n'y a plus d'intervalle de vie sans traitement, ce qui est extrêmement pesant. Mais on le fait parce que jusqu'à présent, l'efficacité des traitements n'était pas suffisante pour se permettre d'arrêter parce qu'on sait que quand on arrête, ça revient plus vite. Mais ça, c'est une excellente transition avec la question de l'essai Confirme. Avec l'efficacité des traitements actuels, par exemple l'association lénalidomide, dexaméthasone, daratumumab et l'association proposée dans l'essai Confirme dont a parlé Lionel, on peut être en rémission avec ce traitement pendant 4-5 ans. Et maintenant, évidemment, la question de la durée de traitement se pose. Et c'est la question de l'essai Confirme qui se dit pourquoi pas arrêter plus tôt avec une durée fixe, et 2 ans dans l'essai Confirme, et de comparer le traitement donné jusqu'à ce que la maladie progresse, qui est l'attitude classique, à une durée fixe de 2 ans, en se disant peut-être que la maladie peut réévoluer un peu plus vite, mais on pourra peut-être reprendre la même association ou faire autre chose. Et donc, de plus en plus, parce que les traitements sont de plus en plus efficaces et qu'on reste longtemps sous traitement, c'est à la fois désagréable de prendre longtemps en traitement, mais en même temps, ça veut dire que la maladie est bien contrôlée. Mais oui, on se repose à nouveau des questions de donner une durée fixe de traitement plus courte pour redonner à nouveau des possibilités, des moments où la vie se continue sans avoir à prendre des traitements tous les jours. Donc là, on parle de rechute. C'est quoi la définition exacte de la rechute? Alors la rechute, pour donner une définition simple, alors c'est la reprise évolutive de la maladie, en fait c'est la réapparition de la maladie sous 2 formes possibles. Soit la rechute n'est que biologique, on voit l'augmentation des marqueurs sanguins vers le pic et ou urinaire, c'est-à-dire la protéinurie, réaugmentée de manière significative et continue. Voilà.
le myélome a pour caractéristique d'avoir des marqueurs fidèles en fait de son évolution, qui sont ce pic qui est la protéinurie. Hein. Le pic, c'est l'immunoglobuline monoclonale entière, et puis la protéinurie, c'est une partie de cette immunoglobuline, c'est les chaînes légères, car parfois on a des myélomes qui ne sécrètent que des chaînes légères. Donc c'est vraiment un marqueur qui est un outil extrêmement important pour le suivi de la maladie, à la fois dans le sens de la réponse d'ailleurs, thérapeutique, et à la fois dans le sens de la réévolution et de la rechute. Donc maintenant on suit de plus en plus près ces marqueurs, enfin on suit en général tous les 3 mois, après l'autogreffe par exemple, et quand on voit qu'ils remontent, on dit qu'on a une réponse une rechute biologique, qui, lorsqu'elle est vraiment commence à être importante, nécessite un traitement. Et puis, dans certains cas, on a une rechute dite clinique, où là, en plus de l'augmentation des marqueurs biologiques, on a des conséquences sur l'organisme, des conséquences sur l'os, avec de nouvelles lésions osseuses, donc la réapparition de douleurs, voire de fractures, conséquences sur le rein, avec la possibilité de précipitation de ces chaînes légères dans les petits tubes du rein, ce qui donne des insuffisances rénales, et puis la réapparition d'une anémie qui est le reflet de l'infiltration médulaire par les plasmocytes. Le suivi maintenant biologique rapproché et de la reprise assez rapide d'un traitement dès qu'on voit qu'on a une rechute biologique permet et dans l'objectif en fait d'éviter d'avoir ces rechutes cliniques. Ce qu'on veut, c'est pas on veut évidemment éviter ces nouvelles douleurs osseuses ou l'insuffisance rénale. Donc la tendance est maintenant de plus en plus à traiter lorsqu'il y a une rechute biologique. Alors bien sûr, c'est pas quand le pic passe de 5 à 6 par exemple, c'est quand il augmente de manière continue et de manière significative, quand il double en 1 mois ou qu'il prend 10 grammes en 2 mois, on sait que ça va continuer à évoluer, donc à ce moment-là, il faut retraiter. Et pour les chaînes légères, docteur Carlin, la rechute, elle se fait à quel moment ? C'est pareil, le myélome à chaîne légère, en fait, le myélome à immunoglobuline entière, c'est des maladies qui sont semblables. La seule différence avec le myélome à chaîne légère, c'est qu'on détecte les chaînes légères d'une part dans les urines, ça donne souvent une protéinurie, et puis dans le sang avec une technique qui est apparue maintenant il y a 10-15 ans maintenant, c'est le dosage de ces chaînes légères dans le sang. Voilà. Donc c'est la même démarche. On sera d'autant plus vigilant dans les myélomes à chaîne légère que c'est ceux qui peuvent toucher plus préférentiellement le rein, parce que ces chaînes légères peuvent précipiter, comme je l'ai dit, dans les tubules, et on veut absolument éviter l'insuffisance rénale, parce que l'insuffisance rénale est ensuite un frein et un obstacle à l'utilisation optimale des traitements. Donc on fera très attention à cela, et dès qu'on voit que la réapparition d'une protéinurie faite de ces chaînes légères, il faut se poser assez rapidement la question d'un retraitement et bien dire aux patients d'assurer des mesures dites de néphroprotection, où l'on proscrira évidemment toute prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le Profénil, le Voltaren, tous ces médicaments qui sont en vente libre dans les pharmacies, mais qui peuvent être dangereux pour le rein chez les patients atteints de myélome, parce qu'ils favorisent la précipitation des chaînes légères. Il faut assurer une prise de boisson abondante, éviter aussi les injections d'iode lors d'éventuels examens radiologiques. Et puis moi, j'aime bien dire aux patients qui ont comme ça de la protéine dans les urines, soit de boire des eaux alcalines, parce que ça va alcaliniser les urines et donc un peu protéger le rein, comme de l'eau de Vichy, ou alors donner des gélules de bicarbonate de sodium qui peuvent se procurer en pharmacie. Et donc, bien sûr, la question à $1 million, est-ce que… Celle-là, je la laisse à Cyril, alors. La rechute, c'est systématique ou pas? Jusqu'à récemment, on disait ça. On disait le myélome, c'est une maladie qui revient. Mais force est de constater qu'avec les traitements récents, entre guillemets, mais des essais cliniques qui ont maintenant 6-7 ans, on a de plus en plus de patients qui n'ont pas rechuté, et même parfois après 10 ans. J'ai, il y a 15 jours, vu une patiente qui a été autogreffée il y a 10 ans dans un essai clinique IFM avec Velcade, Revlimid, d'autogreffe, etc. Donc, on parle de plus en plus dans les congrès médicaux de guérison du myélome. Ça reste fragile, on met des guillemets, des pincettes, ce qu'on veut, mais on commence à se dire qu'on a
possiblement guéri des patients de cette maladie. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a la guérison définitive. C'est évidemment un objectif majeur à fixer, mais on a de plus en plus maintenant de durée de rémission extrêmement prolongée avec des traitements tolérables. Je sais bien que le mieux, ce n'est pas du tout traitement, bien évidemment, mais on a des stratégies récentes avec des traitements par voie sous-cutanée comme le daratumumab, mais certains anticorps qui marchent très, très bien, avec lesquels les patients vivent normalement. Et donc, il y a deux choses. Je pense qu'on arrive vers la guérison de certains patients, mais beaucoup plus largement, on a quand même des innovations thérapeutiques toutes récentes qui laissent penser qu'on arrivera peut-être à des traitements contrôlant la maladie pendant très, 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 très longtemps et que peut-être que la majorité des patients atteints de myélome partiront, comme nous tous, mais d'une autre maladie et qu'on rendra le myélome comme une maladie chronique, contrôlée par des traitements, avec de plus en plus souvent maintenant une vie relativement normale. Et donc, vos recherches, professeur Touzeau, dans le cadre du CIRIC, est-ce que ça va dans ce sens d'essayer de trouver quels sont ces mécanismes de résistance aux molécules injectées? Oui, alors effectivement, on a à Nantes ce programme-là de recherche dédié au myélome et on travaille notamment sur les mécanismes de résistance à telle ou telle classe de traitement. Je voudrais, en fait, on a quand même un des trois piliers de nos axes de recherche, c'est les sciences humaines et sociales. Et ça me paraît important d'en parler. Il y a évidemment les traitements, pourquoi les cellules résistent et comprendre ça. Et puis, il y a aussi les données plus humaines et sociales. Et le dernier axe de travail, c'est ce qui peut paraître parfois un peu éloigné, mais ça ne l'est pas du tout, c'est la reprise du travail. Et on a quand même beaucoup de patients chez qui on diagnostique la maladie à un âge assez jeune ou à l'âge auquel on travaille. Et on a analysé, par exemple, combien de patients peuvent reprendre le travail après le traitement. Il y avait des données un peu anciennes des pays nordiques et on sait que les patients jeunes chez qui on découvre un myélome et qui arrêtent de travailler, la reprise du travail n'était possible que chez un peu plus d'un quart des patients. Et sur des données assez récentes, nous, on s'est rendu compte que chez des patients jeunes, découvertes de myélome au moment en âge de travailler, 70% des patients, plus des 2/3, ont pu reprendre le travail. Et ça, c'est majeur parce que ça veut dire qu'il y a eu des progrès dans les traitements, qu'on reprend une vie normale et qu'on peut retravailler. Alors, le travail, ce n'est pas uniquement le côté il faut retravailler, mais parce que c'est retrouver une vie sociale, c'est l'impact financier de pouvoir reprendre son activité. Et on se rend compte que quand on reprend le travail, certes, on le reprend dans la majorité des cas maintenant, mais à un temps de travail diminué, avec un impact sur le salaire, etc. Et on travaille en ce moment beaucoup sur cet aspect, sur l'information, sur la mise en place de consultations de médecine du travail. Voilà, un axe de notre programme de recherche, moins dédié là à la recherche fondamentale, mais tout aussi important pour les patients et avec des progrès à faire d'information, y compris au niveau professionnel sur la reprise du travail. Donc voilà, c'est aussi ça la recherche contre le myélome, c'est les médicaments, les mécanismes de résistance, mais c'est aussi la vie quotidienne des patients. D'accord, c'est votre projet Rework, c'est ça? Exactement, c'est l'axe 3 du programme CIRIC, qui est le programme Rework, où on s'intéresse donc, c'est un anglicisme, mais à la reprise du travail des patients atteints de myélome. D'accord. Je vais vous glisser peut-être une dernière question. Hervé, est-ce que j'ai le temps? Oui. J'ai vu passer, peut-être comme toi aussi, un certain nombre de questions sur les nouveaux traitements, entre guillemets, qu'on a abordé rapidement. Dans le MOOC, il y a je dirais des informations là-dessus, la possibilité de poser d'autres questions et peut-être que ce sera aussi, après la question que tu vas poser, une conclusion sur les perspectives de nouveaux traitements, puisque beaucoup d'interrogations viennent sur ces sujets. Voilà, donc nous en avions effectivement collecté quelques-unes
sur le MOOC, il y a un monsieur qui a des lésions osseuses sur la boîte crânienne et de nombreux patients d'ailleurs. Comment ça se passe sur la boîte crânienne? Est-ce qu'on risque un effondrement de la boîte crânienne? Non, alors moi j'ai jamais vu, hein, je crois que c'est exceptionnel. En général, les lésions de la voûte crânienne, en fait, il y a des lésions sur la voûte crânienne, souvent nombreuses, parce que c'est un os qui est très riche en moelle osseuse. Et donc, les plasmocytes vivent dans la moelle osseuse, et c'est pour ça qu'on a souvent une atteinte osseuse dans ce segment osseux. De même qu'on l'a au niveau des côtes qui sont aussi riches en moelle, dans les vertèbres, les os longs, comme on les appelle, le fémur et les huméris. En général, il n'y a pas de fracture de la boîte crânienne. Moi, je n'en ai jamais vu en tout cas. Il y a les atteintes intracérébrales sont vraiment très très rares, hein. En général, ça reste quand même le plus souvent à l'os. Parfois, on voit des excroissances en fait se faire ce qu'on appelle des plasmocytomes. Ça fait des sortes de boules un petit peu sur la tête, au niveau du crâne en général, qui sont plutôt vers l'extérieur, donc on les voit. Et ça, c'est signe d'une activité ou d'une progression de la maladie. Ça peut disparaître sous traitement. Alors parfois, derrière, on observe un petit creux, mais il n'y a pas de dommage sur la solidité de la boîte crânienne. Malheureusement, ce n'est pas le cas au niveau des vertèbres, par exemple, quand une vertèbre s'effondre, hein, ce qu'on appelle le tassement vertébral, c'est une fracture, en fait. Et donc là, l'os ne se refait pas, donc on peut perdre un petit peu de taille et garder un petit peu de dédouleur quand il y a une atteinte vertébrale. Et forcément, quand il y a aussi une lésion qui entraîne une fracture d'un fémur et d'un humérus, là, il faut parfois agir de manière chirurgicale. Bien, nous arrivons à la conclusion. C'est vrai que cette conférence est toujours un sujet très très dense. On voit que ça passionne, ça questionne sur le côté. Je suis désolée pour toutes les personnes à qui on n'a pas pu répondre. Il y avait beaucoup de questions, hein, on a du mal à suivre là. Ça fuse. N'hésitez pas à solliciter vos hématologues, posez les questions quand vous allez à votre consultation. C'est votre moment, c'est votre tête-à-tête avec votre médecin. Il n'y a pas de questions idiotes. Entamez un dialogue et puis posez tout ce qui vous vient à l'esprit. C'est très important parce que c'est ce qui fait aussi que vous vivez bien sans vous poser des questions auxquelles, en fait, vous n'avez pas de réponse. Donc, nous, on fait le maximum, mais c'est vrai qu'une heure, c'est vraiment très vite passé. Un mot de conclusion, si vous voulez bien, professeur Touzeau, docteur Carlin. Non, mais merci beaucoup à la F3M d'organiser ces moments d'échange qui sont toujours très riches. C'est un peu frustrant parce qu'on sent bien qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, mais je trouve que c'est majeur être bien informé sur la maladie, sur les traitements. Et donc, merci beaucoup de nous avoir proposé d'être là ce soir. Et donc, merci à tous d'avoir été là également. Voilà, je reprends les remerciements de Cyril. Hein. Merci aussi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Moi, c'est toujours un message, pour véhiculer un message d'optimisme parce que Cyril et moi, je pense qu'on est à peu près de la même génération. On a eu la chance d'arriver dans une période favorable pour le myélome. C'est-à-dire que depuis 10-15 ans, on vit des progrès extraordinaires et je pense que ça va continuer. Donc, je pense qu'on peut voir quand même l'avenir de manière assez confiante. Donc, pour moi, mon mot de la fin, écoutez, merci déjà à vous, professeur et docteur Carlin, de nous avoir accompagnés ce soir et d'avoir répondu au maximum aux questions. Donc, concernant le MOOC, je vous invite vraiment à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous avez encore largement le temps de survoler les modules, de naviguer vraiment sur les questions qui vous intéressent. Nous vous encourageons également à laisser vos commentaires sans citer l'hôpital dans lequel vous êtes soigné, ni le nom de vos hématologues. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine webconférence et à très bientôt. Parfait. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.